Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Julien, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu ? Ça va bien. Alors, Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je t'ai connu grâce à Mastery, ton école de coaching. Tu es, selon moi, un pro de la thématique la raison d'être. Mais toi, déjà, comment tu te décrirais, Julien Musi, à ceux qui, justement, ne te connaissent pas? Jamais très à l'aise avec cette question, mais je dirais juste un humain profondément fasciné par la nature de la vie, de l'univers, pourquoi on est là, comment on fonctionne. Et j'ai commencé cette quête il y a maintenant 10 ans et je continuerai cette quête jusqu'au dernier jour de ma vie. Tu crois un jour avoir la réponse à qui nous sommes et que Non, faisons. je crois que la réponse est plutôt un processus de réaffirmation que une réponse et un processus de découverte, mais pas dans un but d'un jour arriver à ah je sais, mais plutôt dans un but d'émerveillement continu et permanent. Émerveillement continu parce que chaque jour, tu te découvres un Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est, tu vois, je pense que si t'aimes si t'aimes le tennis, bon, il n'y a pas un moment donné où tu te diras c'est bon, je maîtrise le tennis, tu vois. Si t'aimes vraiment le tennis, tu voudras jouer jusqu'au dernier jour de ta vie. Euh, Tu progresseras probablement chaque jour. Tu découvriras probablement chaque jour un peu plus la manière juste de faire un coup droit, mais sans début ni fin à travers un processus continu, quoi. Ouais, ultra clair. Et du coup, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais à quel point tu es proche de ta raison d'être ou justement de ce cheminement? Euh, Bah, je pense que c'est une question de day to day. Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé une journée très inspirante. Je suis très content. Je suis levé depuis 5 heures. Je, je me sens bien à ma place. Mais mardi dernier, je t'aurais dit autre chose, tu vois. Et peut-être que demain, je te dirai autre chose. Euh, donc, ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Enfin, répondre à cette question est trop contextuel du jour et de ma journée pour te répondre. Mais je te dirais globalement, si je prends une note globale, je dirais probablement quelque chose de l'ordre de 7. Ok. Et du coup, ça me fait rebondir. Tu crois que l'objectif de trouver sa raison d'être, c'est justement d'atteindre une certaine continuité dans ses états d'esprit? Ou... Non, non, je crois pas à ça. Euh, je crois pas à ça, mais je crois au fait, par contre, de trouver un sens dans tout ce que tu peux vivre. Ouais, c'est que je crois par exemple que, et d'ailleurs, enfin, toi qui es maman, tu sais ce que c'est que ça fait probablement du sens pour toi d'élever tes enfants, et pour autant, tes enfants te mettent probablement dans tous tes états, tu vois. Mais il y a toujours une petite voix, tu vois, il y a une différence entre euh, l'agacement avec l'amour de tes enfants et l'agacement pour quelque chose, t'as l'impression que ça n'a pas de sens, tu vois. C'est pas la même chose d'être vraiment en colère parce que tes enfants ont fait une connerie ou d'être vraiment en colère parce que ta box ne marche plus et t'as plus internet, tu vois. Euh, c'est tous les deux de la colère, mais c'est pas la même expérience. Tu vois le truc? Ouais, les enfants, tu les aimes quand même, la boxe, le mec Oui, qui orange, t'as envie de défoncer. exactement, c'est ça. Et c'est la notion du sens, quoi. C'est que euh, ça a du sens d'avoir de la colère parce que c'est tes enfants. Et je crois que c'est pareil avec ce qui nous inspire le plus. C'est que ça a du sens de pas y arriver parce que c'est la voie pour progresser. Mais c'est différent de, euh, de vouloir les choses parce que, enfin, je pense que tu m'as compris. C'est différent si ça a du sens ou non. C'est juste la question. Et Est-ce du que coup, ça a du sens? si on reprend l'exemple concret de mardi dernier, où Ouais.
n'étais pas au top, c'est ce que j'ai compris. Tu avais Ouais. du, Enfin, j'ai t'avais, pris mardi dernier au hasard, je sais même pas si c'est mardi dernier, mais t'avais du sens de pas être au top, c'est ça? non, justement non. C'est pour ça que je te dirais mardi 2 parce que je vois pas le sens de ce que je suis en train de vivre. Ok, ultra clair. Et tu le vois a posteriori, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que justement, en l'espace d'une semaine, tu as réussi à switcher? Bah parce que j'aime l'idée que, enfin, pour moi, je vois chaque journée ou demi-journée de mal-être comme une véritable opportunité de me poser la question de, tiens, qu'est-ce qui va pas, entre guillemets? Quand je dis qu'est-ce qui va pas, c'est qu'est-ce que tu t'imposes dans ta journée qui te remplit pas à ce point-là ou qui te vide à ce point-là. Euh, et ça m'aide à me réaligner. Ok, donc finalement, chaque journée qui va pas te permet d'aller mieux le lendemain. Ah, grâce à l'analyse. Ouais, ouais. Ok, top, trop cool. Et si on revient du coup sur ce sujet de la raison d'être, pour toi, c'est quelle définition tu te donnerais? La dernière fois, on m'a demandé une définition, j'ai un peu séché en mode factuellement, c'est quoi cette raison d'être qu'on cherche? Et même, est-ce qu'on a une seule raison d'être? Pourquoi on dit ça, raison d'être? Est-ce qu'il y a plusieurs raisons d'être? Bref, comment tu ferais une définition de toi de la raison d'être? Voilà, je pense que la raison d'être, elle vient en tout cas, là où je l'ai le plus étudié, c'est euh, un mot qui a été traduit des sagesses orientales qui veut plutôt dire dharma. Enfin, tu vois, en tout cas, ça veut dire dharma, et en tout cas, dans les sagesses orientales, le dharma a trois significations. Euh, une première signification qui est effectivement une espèce de personal dharma, qui est ce que tu vis quand tu es dans l'expression, dans la pleine expression de tes talents, à ta juste place. C'est un peu la notion de passion qu'on pourrait avoir dans notre société occidentale ou d'ikigai au Japon. Tu vois, c'est la première définition du dharma. Euh, ensuite, tu as un deuxième niveau de compréhension de ce qu'est le dharma dans les sagesses orientales qui est notion de vérité. Le dharma, tu vois, c'est la vérité. C'est quand tu es dans quand t'es dans la vérité, tu es dans le dharma. Voilà. Et tu as une troisième définition qui est un troisième niveau qui est the dharma is everything. It's like everything. It's like c'est toute l'interconnexion qui existe. Et on va dans des niveaux de plus en plus imperceptibles, on va dire, de ce qu'est le dharma. Et du coup, c'est un mix de trois pour toi, c'est ça? De ces trois définitions, ou il y en a une qui est plus vraie qu'une autre? Non, je pense qu'on a tous, enfin, je sais même pas si c'est moi qui le pense, mais en tout cas, je suis d'accord avec ceux qui le pensent. Euh, mais dans la tradition du yoga, notamment, les yogis sont persuadés sont sûrs que tous les humains, chaque humain a un dharma à lui, c'est-à-dire a une ADN personnel, a quelque chose qu'il définit pour lequel il est venu, entre guillemets, sur cette terre. Euh, et ce quelque chose, on pourrait dire que c'est faire ce qu'il aime le plus. Et ce qu'il aime le plus, il l'a pas réellement choisi. C'est ce qu'il aime le plus qu'il l'a choisi lui. Tu vois, sous une forme. On pourrait dire ça. Et du coup, on pourrait dire que être dans sa raison d'être, c'est faire ce qu'on aime le plus. Et ça me Qui fait... n'est pas un hasard, enfin, qui n'est pas quelque chose que tu as choisi, ce que tu aimes le plus. Ouais. Et si ceux qui nous écoutent, parce que du coup, là, j'imagine de mes potes qui vont me dire, oui, bah alors moi, ce que j'aime le plus, je dis n'importe quoi, c'est tricoter, ou moi, ce que j'aime le plus, c'est, j'en sais rien, moi, faire la cuisine, c'est facile de transporter ça à un métier. Mais comment, du coup, tu arrives à aligner ta raison d'être avec le monde d'aujourd'hui où il y a cette notion économique, quand même, qui joue un rôle? Bon, déjà, hein, enfin, on a quand même une chance de vivre en 2025, sur lequel Internet existe, et tu peux probablement réussir à vivre de tout ce qui existe. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, je veux dire. Il y a 40 ans, si t'aimais le tricot, bon, euh, t'allais pas te faire connecter sur les réseaux sociaux, t'allais pas faire plein de choses. Aujourd'hui, pour reprendre ton exemple, si t'aimes vraiment le tricot, je pense que tu peux devenir millionnaire avec le tricot, tu vois.
Euh, donc, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de limite. La seule question, c'est, il y a deux questions. Il y a, euh, la première, c'est comment, comment je peux faire, comment est-ce que ma raison d'être peut bénéficier à de plus en plus de personnes? Et si tu te poses suffisamment de fois la question, tu te la poses continuellement, probablement que tu arriveras à des formes euh, de plus en plus efficientes de possibilités de vivre de ton, de ce que tu aimes vraiment. Ça, c'est le premier élément. Euh, et c'est le seul d'ailleurs. J'en avais un autre, mais au final, il s'inclut dedans. C'est que c'est juste une question de réussir à en faire bénéficier aux autres et de trouver un échange équitable et durable sur lequel tu peux bénéficier de ce que j'aime faire le plus. Et ça, tu crois que c'est à la portée, entre guillemets, de tout le monde, qu'importe ses revenus? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Si on parle vraiment argent, le premier frein qu'on entend souvent, c'est non, mais comment je peux faire pour vivre de ma passion? Il faudrait que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir en vivre, etc. Toi, justement, c'est quoi un peu ta vision là-dessus? Est-ce Moi, que pour un ouais. minimum d'argent pour pouvoir justement se lancer et vivre de sa passion? Non, chacun a une relation personnelle à l'argent dans le sens où t'en as qui peuvent diminuer leur rythme de vie pendant un temps. T'en as d'autres qui vont continuer en salariat et qui vont en parallèle développer ça. Et peut-être ça prendra 10 ans, peut-être ça prendra 15 ans, mais c'est pas très grave parce que ce qui compte n'est pas d'être arrivé, c'est chaque jour de te rapprocher un peu plus de la vie que t'aimes et c'est ça qui donne du sens. Donc, ce qui pose un problème, enfin en tout cas ce qui est limitant dans la plupart des systèmes de pensée des gens, c'est que dans leur tête c'est genre noir ou blanc. C'est genre, soit je fais ce que j'aime, je gagne très bien ma vie, soit bah, je reste dans la vie que j'ai aujourd'hui. Mais parce qu'ils pensent que c'est le bonheur, c'est de faire ce que t'aimes et d'être payé, euh, et le confort, c'est d'être dans la vie que t'as. Mais en fait, ce que beaucoup n'ont pas réalisé, c'est que la réalisation de soi, c'est le chemin pour arriver à faire ce que tu aimes. Enfin, je veux dire, ta vie, elle prend un tout autre sens quand t'es en train de construire un projet qui a du sens pour toi. C'est pas quand tu l'as construit. Enfin, je sais pas toi en tant qu'entrepreneur, mais moi, ma vie, elle a pris un autre sens, non pas le jour où j'ai réussi à gagner 10 000 € par mois ou 100 000 € par mois ou je ne sais quel objectif, mais quand j'ai commencé à me lever le matin pour une raison que j'avais choisie, avec une vision que j'avais choisie, dans l'espoir que ça marche. Mais c'est pas le fait que ça marche qui a changé mon niveau de vitalité et mon désir de vivre. Ce qui a changé mon niveau de vitalité, c'est de me lever le matin en sachant pourquoi je me lève, que ce pourquoi je suis en train de me lever a du sens pour moi, que je choisis et que j'avance, que ça marche ou pas. J'adore cette vision. Et du coup, pour toi, ceux qui sont sur ce chemin et qui ne kiffent pas le chemin et qui gardent en tête, on va dire, le ça ira mieux quand j'aurai atteint l'objectif, c'est qu'ils sont sur le mauvais chemin ou c'est qu'ils sont dans un mauvais état d'esprit? Un peu des deux. Euh, probablement un peu des deux dans le sens où, ouais, probablement un peu des deux. Euh, probablement un peu des deux. Et ce que je recommanderais dans ce cas-là, c'est de se poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que si je n'arrivais jamais à la destination, ça aurait quand même enrichi chacune de mes journées de faire cette activité? Et si c'est pas le cas, c'est que tu es probablement dans le mauvais chemin. Parce que tu savais que tu es en train de le faire pour la destination et que le chemin ne fait pas vraiment sens et au final, il n'y a que ça. Donc, première question, c'est est-ce que même si ça ne marche jamais financièrement, même si je n'ai jamais de résultat financier, à quel point est-ce que ça enrichirait quand même ma journée, ça enrichirait quand même chacune de mes journées? Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui peut être intéressante à se poser, c'est ce serait quoi tous les inconvénients pour moi si ça marchait et c'est quoi tous les bénéfices pour moi de ne pas avoir, c'est quoi tous les bénéfices pour moi si je n'ai pas le résultat que je veux? Jusqu'à voir qu'en fait, si quel que soit le chemin, tu peux être rempli. Et il y a un paradoxe, c'est que si quel que soit le chemin, tu peux être rempli, la probabilité que tu réussisses, elle est beaucoup plus grande. Parce que d'un coup, ton esprit est pas
dissipé et distrait par tout l'enjeu et l'anxiété que ça crée, et tu peux être pleinement dédié dans ton action. Et est-ce qu'il n'y a pas un travers ou justement un juste milieu à trouver entre, alors je te parle, là c'est à titre très personnel. Une fois que tu as équilibré du coup ta perception du futur, donc finalement que je réussisse ou que je foire, c'est OK. Comment tu fais pour justement trouver le juste équilibre entre j'avance encore vers cette raison d'être, où je me dis ouais mais en fait c'est cool là où t'es, est-ce que je profite de là où je suis? Tu vois, tu vois de quoi je parle, de ce juste milieu ou pas? Oui et non. Je vois, mais je suis qu'à moitié d'accord. Dans le sens où je ne peux pas avancer vers ma raison d'être parce que ma raison d'être, elle est maintenant. C'est-à-dire que ma raison d'être n'est pas une destination. Donc, je ne peux pas avancer vers ma raison d'être. Je peux juste être en train de réaliser ma raison d'être maintenant. Ensuite, euh, il y a un deuxième truc que je me dis, c'est que, en fait, si c'est ta raison d'être, alors marcher ce chemin est ce que tu aimes le plus faire. Ouais. Donc, pourquoi tu voudrais t'arrêter de profiter? Pourquoi tu voudrais t'arrêter pour profiter? Si tu t'arrêtes pour profiter, ça veut dire qu'en fait, le chemin n'est pas ce que tu aimes le plus faire. Alors, en fait, c'est pas arrêter pour profiter, mais c'est arrêter de se focaliser sur le résultat. Mais c'est Donc, c'est peut-être ce ça. que je te dis depuis tout à l'heure. Ouais. En fait, ouais, c'est ça où j'ai du mal. En fait, j'ai grandi toute ma vie focalisée sur avancer avec le résultat, et j'ai l'impression du coup que si j'avance plus focalisée sur le résultat, ça revient de ne plus avancer. Ce qui est faux. J'en ai conscience là en parlant, mais j'ai quand même une petite voix qui se dit, c'est pas possible d'avancer si tu n'es pas focalisé sur le résultat. Et ce n'est pas possible dans 999 chemins sur 1000, mais il y a un seul chemin où tu peux avancer sans le résultat. C'est le chemin de ta raison d'être. Celui où tu n'as pas besoin de récompense et de punition pour le faire, celui qui est pleinement intrinsèque. Et celui... Mais effectivement, euh, autant focaliser sur les résultats, je peux me raconter des histoires sur tous les résultats et me créer un fantasme et je peux avancer dans plein de directions connectées aux résultats, mais qui vont créer de la tension, du stress, de l'anxiété. Autant me déconnecter du résultat me met face, en tout cas ne plus être attaché au résultat, me met face à est-ce que j'aime vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que j'aime le plus faire au monde? Et ça fait flipper à tout le monde. Ça fait flipper tout le monde de se poser cette question. Et c'est vrai que, ouais, moi enfin, vraiment, je te dis, j'ai grandi focalisé sur résultat, 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 et que j'ai l'impression d'être, bah, justement, de plus avoir de repères. Hmm. Et pourtant, j'avance, je vois que j'avance, Ce qui est mais génial, parce que si tu n'as plus de repères à l'extérieur, il te reste plus qu'une chose pour te repérer. Comment l'intérieur. tu te sens à l'intérieur et à quel point tu te sens vivante. Ouais. Donc, excellent. Mais effectivement, c'est pas ce que tu connais. Et il y a il y a un livre de Joseph Campbell qui s'appelle The Hero's Journey, donc l'aventure du héros, qui, t'as peut-être déjà vu ce cercle qui raconte le parcours du héros dans lequel au début il a le monde du connu, et après il arrive dans le monde de l'inconnu. Euh, Et je pense à ça parce que dans le monde de l'inconnu, enfin en tout cas pour que le héros passe du monde du connu au monde de l'inconnu, il va avoir plusieurs appels et au début il va refuser ces appels jusqu'au moment où il y a quelque chose qui le touche tellement profondément qu'il ne peut plus refuser l'appel. C'est l'histoire de euh, mince, Obi-Wan je crois dans Star Wars. T'as vu Star Wars? Non. Désolée, Ah. j'ai pas une En référence. tout cas, le gars, on lui dit, est-ce que tu veux... En tout cas, il veut pas répondre à l'appel jusqu'à ce qu'on tue son oncle et sa tante. Et là, il n'a plus de choix de refuser l'appel. Il est obligé de répondre à l'appel. Il a eu des propositions d'appel avant de cette mission, mais il n'en voulait pas parce qu'il était attaché à son monde du connu, à son confort, à ses avantages secondaires, à toutes ces choses-là qu'il ne voulait pas perdre. Mais le jour où il y a quelque chose de suffisamment profond qui te touche, tu ne peux plus refuser l'appel et c'est là qu'entre le monde de l'inconnu où ça va pas être plus facile. C'est pas plus facile, c'est pas plus confortable, mais tu es maintenant animé d'une force qui te permet de te révéler et de te réaliser. Et du coup, tu as
ce qu'on disait tout à l'heure, tu as du coup une seule raison d'être, donc une fois un seul dharma, une fois que tu l'as trouvé et que tu es sur ce chemin, tu peux avoir encore d'autres appels parce que tu évolues ou autre, ou tu es censé, entre guillemets, une fois que tu as trouvé un chemin avec une direction, plus ou moins c'est toujours la même parce que tu as un seul dharma. Probablement que c'est toujours la même, mais tu vas continuer à avoir des challenges pour t'aider à te libérer d'illusions que tu as. Ouais, donc tu as toujours un peu ces appels qui reviennent pour te réajuster. Ouais, exactement. Et pour te libérer de tes attachements, euh, tout ce qui va avec. Tu vois, je pense que j'ai vraiment été touché par une notion de dharma en 2015 ou 2016, au moment où j'ai découvert le coaching. Euh, j'ai quelques moments comme ça où je sais, où je me dis, je veux dédier ma vie à ça. Je veux dédier ma vie à comprendre l'humain. Je veux dédier ma vie à comprendre pourquoi on est là. Je veux dédier ma vie à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. J'ai ces appels-là. Je, Au début, j'y réponds pas, puis ensuite j'y réponds, puis après, j'ai d'autres attachements qui me font oublier ce dharma, tu vois, et ça sera probablement jusqu'au dernier jour de ma vie, mais avec effectivement un temps d'oubli qui est de moins en moins long et c'est de plus en plus dur de, de continuer à faire des choses qui sont pas justes, comme pour les gens qui ont commencé à valoriser par exemple ce qu'ils mangent. Euh, Quand t'es ado, tu peux manger n'importe quoi, bouffer de la merde, t'en fous, tu ressens rien. Tu commences à t'intéresser, à être un peu plus conscient de ton corps, à tout ça. Euh, c'est pas que tu vas plus manger, jamais manger de burger. Mais par contre, le signal, tu vas faire un repas, tout de suite, tu vas le sentir. Tu vas dire, ah putain, c'était pas juste, en fait. C'est pas dire que tu vas plus jamais faire ça. Mais, par contre, ton GPS à l'intérieur, il est précis, quoi. C'était quand justement, toi, ta dernière rechute de dharma, si on peut appeler ça comme ça? J'en ai plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais, Comment tu te fais pour tu vois, pour prendre conscience de, ah, entre guillemets, j'ai rechuté, je me réajuste. je vois pas comme une rechute, hein, tu sais, genre, Enfin, ce que je veux dire par là. je m'en veux pas comme ça et tout ça. Mais enfin, je vais le voir si j'ai pas d'énergie, si je me sens pas vivant, si je suis pas pleinement impliqué dans ce que je fais, c'est probablement que je suis pas en train de vivre ma raison d'être. Mais ce que je prends pas avec un jugement en mode c'est mal, hein. Par contre, ça va me rendre curieux, je vais me questionner. Qu'est-ce Et que il y a ça veut dire? Ouais. des moments où tu es, entre guillemets, obligé de faire des trucs pas alignés avec ta raison d'être pour atteindre ta raison d'être. Ça doit forcément être fluide. C'est quoi ta vision là-dessus? Non, ça doit pas forcément être fluide. Par contre, je veux y trouver du sens, tu vois. Par exemple, ce matin, je regarde mon agenda dans la journée et je vois, ah putain, je dois aller promener le chien. Euh, je sens, tu vois, enfin, direct, ça me saoule, j'ai peu d'énergie, tout ça, quand j'y pense. Et je procrastine. Toutes les 15 minutes, je me dis, ah, vas-y, continue là-dessus, tu t'iras promener le chien après. Tu vas promener le chien. Pas vrai. À un moment donné, je me pose et je me demande, OK, c'est quoi le bénéfice? En quoi ça va servir ma raison d'être? De promener le chien. Et là, je vois, OK, c'est l'opportunité d'écouter un podcast. OK, tiens, quel podcast t'avais envie d'écouter? Euh, Tiens, c'est l'opportunité de réfléchir sur ce sujet. Ça fait longtemps que t'as pas réfléchi. Tiens, tu pourras répondre à ces questions. Et du coup, promener le chien devient quelque chose dans ma raison d'être parce que j'y ai amené ma raison d'être. Et je crois qu'il y a des activités dans lesquelles ta raison d'être se trouve déjà et il y a d'autres endroits où c'est à toi de l'amener. Euh, et c'est ce que je fais à cet endroit. J'amène ma raison d'être et d'un coup, l'action prend du sens. Et finalement, j'ai eu un putain d'insight que j'ai réutilisé dans une interview juste avant. Et je vois à quel point tout faisait partie du plan. Tu vois, je le vois plus comme promener le chien, c'est un obstacle. Je le fais évoluer d'une manière où ça a du sens pour moi. C'était quoi cet insight du coup? J'ai eu un insight sur, je sais pas comment il est venu, mais je repensais à, je repensais à quand je jouais au tennis à haut niveau et que j'avais 14 ans. Et en fait, je repensais à différents joueurs. Et en fait, ce que je pouvais voir, c'est que chaque joueur avait vraiment ses qualités intrinsèques, comme des talents qu'il n'avait pas vraiment choisi, avec lesquels il était né, entre guillemets. Je peux voir un des joueurs avec qui je m'entraînais qui avait une élégance, une fluidité, un relâchement, euh, un esthétisme dans son jeu qui était parfait. Tu le voyais jouer, tu disais, putain, ça c'est un
ça c'est comme ça qu'on devrait apprendre le tennis dans les écoles de tennis. T'en avais un autre, il était bagarreur, il lâchait rien, il était fort physiquement, il pouvait tenir longtemps et tu sentais qu'il lâcherait jamais un point. Moi, ce qu'on me disait souvent, c'était que euh, j'avais un œil, je voyais le jeu avant les autres. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce que j'ai emmené avec moi dans le coaching. Et j'avais cette pensée que peut-être même que euh, notre talent, il a toujours été là et notre seul rôle, c'est de trouver des endroits de plus en plus efficients pour nous et pour les autres, d'exprimer notre talent et que mon œil, mon regard, il était sûrement utile dans le tennis, mais il est peut-être encore plus dans le coaching. Et c'est peut-être pour ça que cette place a encore plus de sens pour moi. Et donc, je réfléchissais à ça et je me disais, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de joueurs vont voir un joueur qui est pleinement dans ses qualités. Donc, par exemple, vont voir celui qui est extrêmement élégant, technique, et vont se dire, ah putain, j'aimerais trop jouer comme lui. Et au moment où tu te dis, j'aimerais trop jouer comme lui, tu passes à côté de ton talent, de ton unicité, et tu vas essayer de reproduire son niveau d'élégance. Peut-être que sur un coup droit, tu y arriveras. Et du coup, tu vas te dire, ouais, putain, je suis trop fier de moi. Mais en fait, ce que tu vois pas, c'est qu'au moment où tu arrives à faire le coup droit comme lui, probablement que tu n'as jamais découvert quel était ton propre talent à toi. Et c'est pour ça que tu vas essayer entre fierté et honte en mode, j'arrive à faire le coup droit comme lui ou j'arrive pas à faire le coup droit comme lui. Et que notre seul rôle est probablement de découvrir notre talent et d'amplifier ce talent jusqu'au dernier jour de notre vie. Et que on a tous un style, et je pensais du coup à ce joueur dans l'esthétisme, c'est que à partir du moment où il veut devenir le numéro un et qu'il joue un jeu hiérarchique, un jeu de compétition, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder qui est le numéro un actuellement et il va essayer de jouer comme lui et de lui ressembler. Euh, et au passage, il va se couper de son talent unique qui est son esthétique, par exemple. Et il arrivera jamais à être numéro un parce que le numéro un est juste celui qui a été au bout de son talent. Et de deux, en plus, il va y avoir quelque chose qui sera pas juste au fond de lui. Il va pas prendre le plaisir qu'il est censé prendre à jouer au tennis. Et je pensais à ça, je me disais, putain, c'est tellement une belle métaphore pour notre vie, pour chacun d'entre nous. Et de le voir avec le tennis, je sais pas du coup à quel point c'est clair pour toi qui ne joue pas au tennis ou je sais pas à quel point tu joues au tennis. Mais en tout cas, pour moi qui connais le tennis, c'est vraiment en tout cas une analogie qui explique tellement les choses que ça demande, de reconnaître son talent, ce qui est pas évident, tu vois. Ce qui est pas évident, surtout quand tu commences à un endroit. Parce que, imaginons, l'autre, il a un talent pour l'esthétisme. Et il fait du tennis depuis 10 ans. Et moi, je commence. Je vais avoir tendance, ça va être dur de reconnaître mon talent parce que je maîtrise pas encore, j'ai pas beaucoup de pratique. Et donc, je vais forcément essayer de lui ressembler. Euh, Donc ça demande, de reconnaître son talent, et deux, ça demande d'y dédier toute notre énergie sans attendre du résultat. Parce qu'à partir du moment où j'ai l'attente de vouloir devenir le numéro un, inconsciemment, je vais essayer de copier le numéro un. Et en copiant le numéro un, je me perds. Et je perds ce que j'étais. Et je ne développerai jamais ce que j'étais censé développer, ce que j'étais destiné à développer. Et ton talent, du coup, on est d'accord, pour toi, il est inné. Ça veut dire que Ah, attends, enfin, j'ai dit. Enfin, c'était dans ma réflexion ce matin, j'en suis arrivé au fait que peut-être. Hein. Enfin, c'est c'est tout frais comme réflexion. Ça, je sais pas. Parce que tu vois, alors, tu as les enfants de ta femme, et moi j'ai mes enfants, et par moments, je me dis, est-ce que déjà maintenant, tu vois, je peux un peu réussir à deviner chez mes enfants leur talent? Alors, ils Ok. ont 2 ans Alors, et... non, en fait, je vais te répondre. Je pense qu'effectivement, il y a des graines présentes chez chacun d'entre nous et que ce qui va déterminer si ça devient vraiment un talent, c'est à quel point elles sont arrosées. Mais que par contre, il y a des graines uniques. Donc, j'ai pas les mêmes graines que toi et tes enfants ont pas les mêmes graines. Enfin, c'est évident, tu vois. Enfin, moi, je peux le voir aussi avec les deux enfants. Ils ont pas du tout les mêmes graines. Et je pense que le rôle d'un parent est sûrement d'arriver à voir quelles sont les graines qui sont chez ses enfants et de les arroser tous les jours. Ouais, c'est ça, ma réflexion du moment, c'était, est-ce que du coup, dès, tu vois, là, ils ont 2 ans et 4 ans, je peux deviner justement ces fameuses graines et me dire, bah tiens, je vais les arroser, je vais les exploiter, ou est-ce que je me dis,
finalement, c'est trop tôt et le talent, il viendra plus tard et on le découvrira plus tard ou autre. Enfin, c'est toutes ces Ok, réflexions de alors en fait, je pense talent qu'effectivement, qui arrivent. ok, je pense qu'il faut être précis du coup sur les mots, tu as raison. C'est que le talent est effectivement la combinaison d'une graine qui est unique, mais qui a été arrosée abondamment avec effort, travail, encouragement, contexte, circonstances, c'est sûr. Mais par contre, tu peux pas arroser une graine qui n'existe pas chez quelqu'un. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que, on est d'accord, je sais rien, je prends l'exemple du joueur de tennis. Celui qui avait le super esthétique, euh, si ça se trouve, ses parents avaient de gros espoirs sur eux parce qu'ils ont raté une carrière de tennis. Ils Hmm. forcent à jouer au tennis. Est-ce que à un moment donné, ça veut dire, du coup, il a beau être talentueux, qu'il est talentueux par l'effort, mais qu'en vrai, il est peut-être malheureux et que c'est un autre talent qu'il a inné, qui n'a pas été assez arrosé, sur lequel il y a sa raison d'être? Ou est-ce qu'à un moment donné, on a tellement conditionné quelqu'un que ce talent peut vraiment devenir un talent? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que quand tu dis ce talent C'est peut le devenir un talent conditionnement. par le conditionnement? Ouais. Euh, non, je pense qu'il y a forcément une graine. Oui, je suis certain qu'il y a forcément une graine. Euh, Enfin, de toute façon, tu peux le voir hein, chez tes enfants. C'est que bon, 2 et 4, je me rends pas compte à quel point tu peux le voir. Nous, ils ont 6 et 8. Et enfin, tu peux clairement voir que la fille qui est 8, elle sera probablement jamais. Elle a une graine dans. En tout cas, on peut voir elle a une graine dans le soin. Elle a un, un don avec les animaux. Euh, Elle a un talent dans tout ce qui est autour de prendre soin. Tu sens qu'elle a cette empathie en elle qui est déjà extrêmement développée. Je sais pas ce qu'elle fera de sa vie, elle en fera ce qu'elle veut, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une graine autour de quelque chose dans l'ordre du soin, du care, de toutes ces choses-là. D'ailleurs, elle veut être vétérinaire. C'est probablement pas une mauvaise voie pour elle. Euh, et lui, tu peux bien te rendre compte il porte pas la graine de l'empathie, quoi. Par contre, euh, par contre, il porte la graine d'attirer l'attention, de faire rire, d'être la star, de tout ça, quoi. Ouais. Mais à quel point, du coup, là, toi, du coup, c'est ta perception extérieure. Ouais. Tu conditionnes ensuite ton enfant. Tu vois, c'est la question que je me pose aussi parce qu'il y a des moments où je me Hmm. dis, ah, mon enfant, il n'est pas comme ça. Et je me dis, mais est-ce que tu vas pas conditionner ton enfant à penser qu'il n'est pas comme ça, alors que si ça se trouve, il est peut-être comme ça? Oui, bien sûr. Enfin, c'est sûr. Euh, Et ça marche pour nous aussi. Tu vois, nous, on a été conditionnés. Il y a des moments où moi, je me dis, ah, moi, par exemple, je suis bordélique, j'en ai rien à faire. Et je me dis, mais ça se trouve, c'est une histoire que je me raconte à moi-même, et parce qu'on me l'a toujours dit, et qu'en vrai, je suis peut-être pas, enfin, je pourrais peut-être être autre chose. ouais, bah, de toute façon, moi, il y a une des citations, il y a de mes citations préférées, c'est la citation d'Henry Miller qui dit, Le monde n'a pas besoin qu'on y mette de l'ordre. Le monde est ordre incarné. C'est à nous d'entrer en harmonie avec cet ordre, de savoir ce qu'est l'ordre du monde par rapport aux ordres fantaisistes que nous cherchons à lui imposer et à nous imposer les uns les autres. Et pourquoi je donne cette citation maintenant? Parce que je pense que, de toute façon, quoi que tu fasses, euh, ça fait probablement partie d'un ordre que tu ne maîtrises même pas et dont tu n'as même pas conscience sur pourquoi tu fais les choses. Effectivement, peut-être que par ton regard, ce que tu penses, tu fais que t'as une fille? Ouais. Ok, tu fais que ta fille, euh, t'essaies de lui induire parce que tu vois qu'elle a le talent, par exemple, de l'empathie et t'essaies de lui induire qu'elle serait mieux là-dedans ou que dans un truc de star, d'être sur le devant de la scène, par exemple, tu vois. Et puis en fait, peut-être que de faire ça va faire qu'à 12 ans, elle va dire, bah, de toute façon, maman, elle a jamais cru en moi que je pouvais être quelqu'un qui allait être sur le devant de la scène, je vais lui prouver. Et ça va être le drive qui va en faire une star de cinéma, tu vois. Non, je vois bien l'exemple. Et ça me fait me rebondir sur, j'imagine, je sais pas si ma mère écoutera l'épisode, coucou maman si t'écoutes. Euh, Elle écouterait l'épisode, elle me dirait, non mais Alexandra, tu te poses beaucoup trop de questions, vous êtes une génération qui se pose beaucoup de questions autour de la raison d'être, du sens. Est-ce que ça vous rend vraiment plus heureux? Euh,
apparemment, c'est vrai que je pense un peu comme ma mère. Je me dis, mais les imbéciles, enfin, aux imbéciles heureux, les imbéciles sont tellement plus heureux à pas se poser de questions. Toi, tu es depuis le début là, de ces 10 dernières années, quand tu es dans cette démarche de quête, de raison d'être, de mieux comprendre l'humain, etc., l'intention est du coup, à un moment donné, de penser d'avoir une vie plus alignée et donc plus heureuse, ou tu arrives à te détacher de ça parce que finalement, à vouloir se poser trop de questions, finalement, est-ce qu'on est vraiment plus heureux? Tu vois, est-ce que ça rend forcément, juste si on ne parle pas du coup, pas raison d'être, mais de bonheur, d'état d'esprit heureux, est-ce que le fait de se poser toutes ces questions et d'avancer vers plus d'alignement nous rend forcément plus heureux? Euh, oui et non. Déjà, ta mère a raison, parce que dans son contexte, enfin, je veux dire, on a aussi la chance d'avoir Internet, d'avoir tout accès, d'avoir la facilité et tout ça. Et bien sûr que mon grand-père se posait pas toutes ces questions, mais il avait pas ce luxe, entre guillemets. Et si on prend l'étymologie du mot question, question, ça vient de quest, ion. Enfin, c'est la quête de l'ion manquant. Et l'ion, c'est la charge. C'est ce qui me manque. C'est le vide. Donc, tu ne choisis pas les questions que tu te poses. De un. Tu peux essayer d'arrêter de te les poser. Essaie de te dire, OK, j'arrête de me les poser. Demain, je me pose plus ces questions. Tu vas voir. Ton cerveau va revenir sur ça parce que c'est le vide le plus important. Euh, c'est ton vide le plus important. En tout cas, c'est le mien et ça a l'air aussi d'être un des tiens. Donc, c'est mon vide le plus important. Et est-ce que ça me rend plus heureux? Euh, oui et non. Oui et non. Non, dans le sens, bah, effectivement, heureux sont les simples d'esprit. Je suis d'accord avec cette idée, sauf que elle a été mal comprise, cette phrase. C'est-à-dire que si tu la simplifies, tu crois heureux sont les simples d'esprit du type un peu débile. Mais ce que cette phrase veut réellement dire, c'est simple dans le sens sans névrose, charge, euh, simple dans le sens univers, un seul et unique objectif. C'est aussi ce que veut dire heureux sont les simples d'esprit. Malheureux sont ceux qui ont des désirs contradictoires. Donc, elle veut pas dire exactement ça. Euh, et que pour être simple d'esprit, donc pour avoir toutes tes pensées unies vers un seul objectif, il faut trouver cette raison d'être. Donc, c'est le paradoxe. Euh, et donc, est-ce que je suis le plus heureux? Non, parce que je me pose des questions. Mais c'est pas non plus, en tout cas, j'en souffre pas. Et oui, dans le sens où cette question est la plus importante pour moi. Donc, en organisant ma vie autour de la question la plus importante pour moi, bien sûr que je suis plus heureux. En tout cas, ma vie a plus de sens. Ouais. Ouais, non, ça fait sens. Non, mais je te dis ça parce que en plus, du coup, la dernière fois, elle m'a eu, ma mère, parce que j'ai commencé à me dire, oh, c'est vrai, arrête de te poser des questions. Ouais, mais ta mère a raison. C'est-à-dire que ta mère a probablement grandi dans un monde où son plus grand vide était d'atteindre un objectif d'atteindre un objectif ou d'avoir une forme de sécurité ou d'avoir tout ça. Et elle est probablement pas toute la facilité de vie que tu as ou tout le contexte que tu as. Et donc, elle avait d'autres problèmes que celui-là. Et celui-là paraît futile. Et de toute façon, tous les problèmes qui sont en dessous ou au-dessus du tien, qui ne sont pas le tien, te paraissent des problèmes futiles. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Je vois le temps qui passe, Julien. Si tu devais donner des conseils à ceux qui justement sont dans cette quête de raison d'être par rapport à là tout ce que tu as emmagasiné toi ces 10 dernières années, ce serait quoi? Alors peut-être pas le meilleur conseil, c'est dur d'en choisir un, mais peut-être les deux, trois meilleurs conseils que tu aurais à donner. Ben, je dirais que c'est un, euh, observer dans ta vie où et quand est-ce que tu te sens le plus vivant. Enfin, le plus vraiment à ta place. Pas forcément vivant, parce que, enfin, si vivant, en tout cas pleinement présent, pleinement engagé. Tu penses à rien d'autre quand tu es en train de le faire. Ça, c'est un premier indicateur pour découvrir ce que tu aimes profondément faire. Euh, si tu me dis que t'as pas de ça, explore. Pas explorer, va faire des choses. Ou, ouais, non, continue à observer. Observe plus. Observe objectivement. Observe objectivement. Peut-être que toi, parce que, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que les gens, beaucoup de gens,
s'ils ne voient pas comment ils peuvent en vivre, ou comment ils peuvent avoir du succès avec, ou comment ils peuvent avoir de l'argent avec, ils préfèrent se raconter que ça n'existe pas. Et du coup, ils pensent ne pas avoir trouvé, alors que c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils aimaient le plus, c'est qu'ils n'ont pas trouvé comment est-ce que ils pouvaient gagner de l'argent avec ce qu'ils aimaient le plus. Mais c'est deux questions qui doivent être répondues séparément, sinon tu commences à créer du bruit et créer du flou. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime profondément faire? Pas qu'est-ce qui me rend heureux, mais qu'est-ce que j'aime profondément faire dans le sens là où je me sens pleinement engagé. Je ne pense à rien d'autre. Je suis là, ici, maintenant, en train de faire cette activité. Quelqu'un qui dirait la méditation, parce que justement, ça me vide l'esprit, je pense à rien. Tu lui dirais d'aller creuser là-dedans ou tu penses qu'il dit la méditation parce qu'il compense sa vie pourrie, entre guillemets, et il se coupe l'esprit justement de sa vie. Du coup, il faudrait qu'il trouve quand même autre chose euh, qui, qui le fait vibrer. Ou non, la méditation, même si c'est pour couper ta vie, ça vaut comme un. Non, je pense que ça vaut. Même si effectivement, à un niveau, ça peut être ça. Tu peux pas avoir toutes les réponses sans faire le chemin. Et pars de ce que tu sais et laisse ce que tu sais s'expandre. Donc, si c'est la méditation, bah très bien. Fais de la méditation. Et comment tu peux gagner de l'argent avec la méditation? Comment tu peux servir les autres avec la méditation? Quel problème tu peux résoudre pour les autres avec la méditation? Et fais ça. Et ce qui se passera peut-être, si c'est le cas pour toi, enfin en tout cas pour l'exemple que tu m'as pris, bah, il pourra se passer que euh, au moment où tu n'as plus à échapper à ton job, à machin, d'un coup la méditation perd son sens parce que c'était juste une compensation pour. Et c'est pas grave, tu repartiras dans une quête. Moi j'ai eu ça, hein. Mon premier business en ligne, enfin ma première entreprise pour sortir de la finance, euh, c'était un blog de recettes de cuisine sur la pâtisserie et je mangeais du sucre. Et je pensais au sucre toute la journée pour compenser le vide que j'avais de la vie qui ne me correspondait pas. Donc j'ai commencé ça. Ça m'a permis de gagner de l'argent, sauf que du coup, comme j'avais plus à aller à la banque et à voir tous ces gens que j'aimais pas, ben d'un coup, le sucre, enfin, j'avais plus envie de manger, ça n'avait plus de sens de penser au gâteau toute la journée. Et naturellement, le business n'avait plus de sens avec. Mais j'aurais, j'aurais peut-être pu le découvrir autrement, mais je crois que ça faisait aussi partie du chemin, tu vois. De toute façon, quoi que tu fasses, tu iras d'illusion en illusion vers des illusions un petit peu moins illusions qu'avant. Donc, si tu commences à te mettre la pression que ce que t'aimes doit ne pas du tout être conditionné par une forme d'illusion ou de fantasme, t'es immobile, t'es mort, tu vois. Donc, tu dois accepter aussi cette part de. C'était pas le truc ultime que je ferais jusqu'au dernier jour de ma vie, mais c'est au moins la meilleure chose que j'ai trouvé à faire maintenant. Ouais, Et pour elle peut aller. changer. Euh, voilà, donc, ces deux questions. Qu'est-ce que j'aime profondément faire dans lequel je suis profondément immergé? Euh, et ensuite, comment? Et cette deuxième question, elle prend du temps. Elle demande probablement d'apprendre différentes compétences que t'as pas et tout ces choses, mais c'est ça qui donne du sens. Et te demander comment est-ce que tu peux réussir à répondre à des problèmes et des besoins pour les autres grâce à ce que tu aimes le plus. Un grand merci, Julien, pour cet échange ultra intéressant sur la raison Et d'être. attends, juste préciser un truc, parce que sinon ça va me frustrer. Euh, il y a aussi, parce que je viens d'apporter un biais dans ma deuxième réponse, qui est, en tout cas, j'ai pas fait la précision nécessaire pour qu'il n'y ait pas ce biais, c'est que ce besoin et ce problème n'a pas besoin d'être sous la forme entrepreneuriale. Voilà, tu peux très bien, n'a pas besoin d'être sous la forme entrepreneuriale, n'a même pas besoin de gagner d'argent, forcément. Tu vois. Je pense que euh, bon, les gens vont pas aimer ça parce qu'on est dans un monde de féminisme et que c'est un sujet un peu chaud, mais je pense que, par exemple, c'est ce que tu aimes le plus, c'est d'élever tes enfants, t'occuper des enfants, prendre soin de la famille. C'est ce que tu aimes le plus faire dans ta vie. Peut-être que ton chemin et ta raison d'être, c'est d'être mère au foyer et d'avoir un homme qui rapporte l'argent, tu vois. Euh, on pourrait prendre l'exemple inverse si ça trigger les gens qu'on le voit de cette manière. Et si t'es un homme, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça n'a pas forcément besoin de rapporter de l'argent. Ça peut aussi être, pour plein de gens, c'est aussi, peut-être pas remplacer son salaire, mais diminuer son style de vie, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, une grande partie de leur style de vie est la compensation à
à quelque chose qui les remplit pas, et du coup, ils ont besoin d'acheter, de consommer pour compenser ce vide au fond, mais que en faisant ce qu'ils aiment, ils peuvent peut-être vivre avec 3 fois moins. Mm. Ouais, non, là, je suis totalement d'accord et je suis féministe, mais pas une grande féministe. Et, et du coup, je pousse certaines personnes à dire, bah, si tu kiffes garder tes enfants, garde tes enfants, quoi. Ouais, Euh, c'est clair. alors oui, il faudrait assurer sa sécurité financière pour au cas où on divorce, etc. Mais en même temps, si les deux veulent rester comme ça, dans une situation comme ça, attendez que ça pète, quoi. C'est clair. Mais ultra, ultra clair. Et merci pour cette précision. En effet, l'entrepreneuriat n'est pas la solution ultime à tout. Et d'ailleurs, il y a une idée qui me parle, tu vois, qui dit que ce qui nous empêche de réaliser notre dharma, donc de réaliser notre raison d'être, notre profonde réalisation de soi, c'est notre désir de grandiosité qui nous empêche de découvrir notre véritable talent, qui nous fait vouloir être grandiose. Et du coup, pour être grandiose, on est prêt à prendre n'importe quel chemin autre que le nôtre, sans voir que la seule manière d'être réellement grandiose, paradoxalement, c'est de ne pas le vouloir, en faisant ce que tu aimes sans attendre de le devenir. Et si tu le fais suffisamment longtemps, tu le deviendras, paradoxalement. Mm. Avancer sur le chemin en profitant du chemin et sans focaliser sur le résultat. Yes. Super. Merci à toi, Julien. J'aime bien terminer l'épisode, enfin, c'est pas j'aime bien, ça termine toujours comme ça, par une question de coaching que je pose aux auditeurs avec une petite musique qu'ils écoutent en marchant. Est-ce que tu aurais, du coup, alors peut-être que c'est la question que tu as posée tout à l'heure, mais une question que nos auditeurs pourraient se poser pour justement avancer sur ce chemin vers plus de raison d'être? Qu'est-ce que je suis certain que je ferai encore dans 20 ans? D'ailleurs, il n'y a pas qu'une réponse, hein. Tu vois, il y a pas qu'une réponse, mais ça peut valoir le coup de lister ça. Qu'est-ce que je sais que que je suis certain? Bah, je suis certain que je continuerai probablement à voyager. Je suis certain que je continuerai à lire sur l'humain. Je suis certain que je continuerai à coacher. Voilà. Génial. Génial, génial. Et des choses d'ailleurs nouvelles. Je pense qu'on peut aussi, les personnes peuvent aussi rajouter des nouvelles choses. Il faut que ça soit par rapport à aujourd'hui. Non, il n'y a pas de notion d'aujourd'hui ou nouvelle, c'est qu'est-ce que je suis certain que je ferai. Oui, tu peux enlever le encore, ouais. Qu'est-ce que je Ouais. suis certain que je ferai dans 20 ans? Ok. Et génial. Et ben, un grand merci à toi, Julien, pour cet échange. Ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur Instagram, Julien 2-du-bas Musi. Euh, et puis il y a des liens sur le compte Instagram sur lequel ils pourront trouver leur bonheur, j'espère. Ok. Bah, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Il y a aussi ton podcast que j'adore. Alors, je sais que tu as aussi la chaîne YouTube, mais moi, je suis plus podcast. Mais ton podcast que j'adore en profondeur. Et encore C'est merci vrai, à j'avais toi. oublié. Merci de me rappeler qu'il existe. D'ailleurs, de temps en temps, si je peux me permettre, tu les postes sur YouTube et tu les postes pas sur le podcast. Ce serait bien de les poster sur les deux. Ouais, c'est vrai. En Mais tout tu viens cas, de me rappeler que j'avais un podcast, donc c'est peut-être pour ça que j'ai oublié de poster. encore merci à toi, Julien, et à très vite. Merci Ciao. Alexandre. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Julien qui te pose cette question. Qu'est-ce que tu es certain que tu ferais encore dans 20 ans?